tu dois être utile pour les gens qui sont les plus déterminants, en fait. Et c'est toujours les acheteurs. C'était d'aider des promoteurs de fonds d'investissement à se référencer au Luxembourg. Et le second, c'était aider des gérants de fortune luxembourgeois à passer d'un mode B2C à un mode B2B en créant leur réseau d'apporteurs d'affaires. Finalement, moi, mon job, c'est de rassembler des gens brillants entre eux et de se mettre un peu plutôt en retrait ou en backstage. C'est comme ça que tu as construit ces écosystèmes-là. Tu dois vraiment comprendre un petit peu les règles du jeu humaines, donc c'est des soft skills un petit peu, pour savoir t'adapter à plein de personnes différentes et servir un maximum de gens. Et aujourd'hui, Finance, c'est une communauté qui est exclusivement centrée sur tout ce qui est wealth management. Donc ça va inclure chez les institutionnels, les banques privées, les sociétés de gestion, les assureurs vie, les promoteurs immobiliers. Une fois que tu as quelqu'un qui accepte de venir chez toi, qui a du talent, qui a une attitude, etc. Et il faut tout faire pour le garder ou la garder, parce que tout repose sur l'humain en fait. Bonjour à tous, alors bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Fabien. Je suis très content de te recevoir. Je sais que tu es assez discret, notamment voilà, comme on le disait juste avant, un peu en live comme ça, donc c'est vraiment super pour nous de t'avoir. Ouais. Déjà, comment tu vas ? Bien. Ça va ? Non, je suis très content d'être là. Non, pas du tout, je suis un peu flippé. Mais merci de l'invitation en tout cas. Super. Alors avant peut-être qu'on va répéter les règles avant qu'on commence. Écoute, t'es avec nous pour 1 heure, donc tu vois, il y a un time timer là, et tu vas voir combien de temps tu vas passer sur le grill. A priori, c'est plutôt cool et relax. Normalement, personne ne s'est jamais plaint. Ici, les invités, on les reçoit et on vise un maximum d'authenticité, donc tu vas parler en ton nom et pas celui de ta boîte. Et puis, tu vas avoir droit à un joker, donc il y a un petit buzzer à côté de toi. Si jamais il y a une question qui te dérange, que tu veux éviter, soit en live, soit à la coupe en post-prod, tu peux essayer d'appuyer dessus, mais voilà, tu peux prendre le buzzer et à ce moment-là, on coupera effectivement, mais on dira juste que tu as buzzé là-dessus. Ça va pour toi pour les règles ? Ouais, nickel. C'est bon ? Ouais, alors peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui te connaissent pas, te présenter rapidement et après j'aurai la vraie première question. Ok, donc Fabien Moretti, franco-luxembourgeois, marié, 2 enfants, entrepreneur. Ok. Entrepreneur depuis 20 ans. Entrepreneur depuis 2000, depuis juin 2000. Okay. Ouais. Et alors, justement, en préparant cet épisode, on s'est dit quand même que tu étais peut-être celui à Luxembourg, en tout cas, de notre connaissance, qui avait créé et rassemblé les plus grandes communautés. Donc en fait, tu es quand même assez connu par rapport à ça. Et pourtant, on connaît assez peu de choses de toi. Tu es assez discret. Comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est... Voilà. C'est pas fin, en tout cas. Je pense que je suis vraiment introverti. Okay. J'arrive très facilement à parler, à communiquer quand il y a 2-3 personnes. Après, au-delà, je suis un peu en panique. Okay. Donc... même dans des sessions networking, quand il y a 150 personnes, je me sens pas du tout à ma place en fait. Donc je suis plutôt naturellement secret. Ouais. Et puis je pense également que le fait de faire intervenir souvent des gens qui sont très compétents, on a parlé du syndrome de l'imposteur, ce genre de choses, mais fait que t'as pas forcément l'impression d'avoir des choses aussi puissante à dire, en fait, à partager. Donc... Ok. Donc, en vrai, quelque part, ça entretient cette espèce de sentiment qui est de se dire, ok, finalement, moi, mon job, c'est de rassembler des gens brillants entre eux et de se mettre un peu plutôt en retrait ou en backstage. C'est comme ça que tu as construit ces écosystèmes-là. Oui, et puis parce j'apprends beaucoup plus en écoutant qu'en parlant. Enfin, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'écouter les autres que de parler soi-même. Donc, ok. Voilà quoi. Justement, toi, tu commences ta carrière en 95, si je me trompe pas, ou alors pas loin. Ouais, à peu près. Tu commences dans le marketing. Est-ce qu'il reste quelque chose de cette période-là, ou finalement, t'as commencé à entreprendre en 2000 ? Sur ces 5 premières années, est-ce qu'il y a des choses qui ont marqué ta carrière pour la suite ? Oui, c'était des années... Des fois, on rentre en résonance avec ça beaucoup plus tard. On comprend beaucoup plus tard ce que ça a apporté.
n'est pas forcément très mature à 25 ans. En fait, la première vraie expérience, à part des boulots genre gardien de nuit, flipper des burgers, tout ça, c'était dans une boîte qui s'appelait Progessor et qui faisait principalement du bus mailing à l'époque. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il n'y a pas Internet, on fait du quoi, pardon, bus mailing. En fait, c'est comme les mailings, sauf que dans un blister où tu vas mettre une cinquantaine de cartes qui sont au recto avec une proposition de service ou de produit. Et au recto, tu as ton adresse qui est déjà préécrite et une carte T. Et donc, nous, on vendait ça. On avait toute une série de cibles. Tu arrives, on t'explique que tu vas devenir commercial. Moi, j'ai choisi ça parce que j'avais fait l'école nationale d'assurance et je ne me voyais pas du tout bosser dans l'assurance, en fait. Donc, j'ai postulé là. Donc, c'est un peu à l'ancienne. C'est-à-dire, les 3 premiers mois, tu n'as pas de salaire, tu es à la com. Ton bureau, c'est un argumentaire qui tient sur une page, les pages jaunes et un téléphone. Et donc, pour un introverti, super démarrage. Ouais, là, c'est... Ouais. Mais c'est assez formateur. Et donc, tu as différentes cibles potentielles. Tu as un bus mailing qui est envoyé à 20 000 patrons industriels, l'autre à 20 000 comités d'entreprise, etc. Et tu t'expliques que ça te permet de mutualiser les coûts et de donner un moyen très rapide de ratisser une cible large et pas cher, et de mettre tes commerciaux en position de demandeur parce que tu travailles à partir de leads chauds, quoi. Et donc, c'est l'école de vente où tu as des séquences qui sont faites pour le phoning et on t'explique que c'est par heure, 30 appels, 12 décisionnaires, 4 rendez-vous. Donc, t'enchaînes. Tu dois faire 15 à 20 rendez-vous par semaine, ce qui fait qu'en 1 an et demi, tu fais, 1000-1200 rendez-vous avec des patrons, en fait. PME, principalement. Et donc, c'est extrêmement formateur. Tu apprends énormément, tu te prends énormément de claques, tu apprends que c'est pas grave. Tu vois autour de toi des commerciaux qui sont en panique, mais beaucoup de très très bons. Tu es encadré en permanence et tu apprends très très vite. Tu apprends très très vite à passer de quelqu'un qui est tout jeune, qui sort des études, du service militaire aussi, parce que j'étais le dernier à le faire, je crois. Ouais. T'es tout de suite dans le grand bain et puis tu dois te débrouiller, en fait. Et tu rencontres des gens très différents avec des objectifs commerciaux, marketing, des problématiques, des challenges très différents. Et tu apprends énormément. Donc ça, c'était la première expérience. Tu disais, c'était à Luxembourg ou... C'était en France, c'était à Paris. Okay. On était à Créteil. Magnifique ville, Créteil, d'ailleurs. Ouais. Donc, avec derrière beaucoup de rendez-vous physiques. En fait, les rendez-vous, tu ne faisais pas de démo, pas de visio. Tu peux te déplacer. Donc, tu prends les bouchons parisiens, tu prends les jours de grève où tu fais 1 kilomètre en 2h30, tu prends tout ça. Le tout avec les stats qu'il faut tenir quand même. Le tout avec les stats, tu rends des comptes chaque jour, tu débriefes les meetings, tu te filmes en vidéo et tu te vois toi en vidéo et tu vois tout ce qui ne va pas. Mais ça, à l'ancienne, c'est les vraies écoles de vente avec tout l'aspect un petit peu... aussi un peu carnassier dans la façon de parler un petit peu des débuts, pushy, etc. Tu vois, un peu pushy. Et puis tous les petits trucs que les gens partagent où moi je me souviens d'un copain qui était sales et qui était passé chez Rank Xerox, un truc comme ça, qui était une super école de vente et qui expliquait un petit peu les techniques de cette école de vente avec ce qu'ils appelaient les bombes mentales. Donc par exemple, tu veux vendre un nouveau photocopieur beaucoup plus cher, une nouvelle imprimante, forcément avec le contrat derrière qui va bien. Et ton interlocuteur refuse. Et avant de partir, tu lui dis OK, mais vos vieux photocopieurs que vous avez à l'entrée, c'est ça que vos clients et vos prospects vont en premier en rentrant chez vous. Et en fait, c'est juste ce qu'ils appellent une bombe mentale pour que la personne, à chaque fois qu'elle repasse, elle se dise... elles se disent oui, bon, d'accord. Et en fait, t'as plein de techniques comme ça, t'as plein de façons de se positionner, toutes les techniques pour retourner les questions, éluder, etc., qui te servent également dans la vraie vie, quoi. Et tu les utilises encore aujourd'hui ? Ouais, clairement. Puis même dans la vie, dès que t'es gêné, en fait, tu vas retourner une question, tu éludes, voilà. Donc c'est resté finalement dans ton parcours. Marquant, ouais. Et qu'est-ce qui fait que donc du coup tu démarres un petit peu sur ces fonctions-là ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu pivotes ? Comment tout ça s'écrit rétrospectivement ?
Bah, ouf, au bout d'un resté moment, 5 ans quand même, non, je suis pas resté 5 ans. Là, je suis resté sur 2 expériences. Je suis resté un peu moins de 4 ans, je crois. Ok. Ça, c'était la première. Et j'avais un copain que j'avais connu en vacances qui me dit ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Je suis à Paris, moi aussi. Il travaille dans une agence de design qui n'existe plus non plus. Et là, c'était des clients qui étaient très différents. Tu sors des PME, les clients, c'est L'Oréal, c'est Lancôme, c'est Activision, les jeux vidéo. Et j'avais envie de découvrir cet aspect de design, toute la chaîne graphique. C'était les débuts du multimédia également, donc les bornes interactives, les premiers sites internet, qui ressemblaient pas à grand-chose, mais bon, voilà. Et tu rentres dans un truc qui est beaucoup plus feutré, beaucoup plus stylisé, beaucoup plus hype, mode, design, tout. Ouais. Et c'était l'occasion d'apprendre quelque chose de différent. Et là, je suis resté pendant 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Et j'ai quitté cette boîte-là où j'avais des copains parce que la stratégie ne me convenait pas, en fait. On me demandait, moi, j'étais censé avoir la direction commerciale. Et ce qu'on me demandait de faire, c'était pas exactement ce que j'estimais le plus porteur. Ok. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit au revoir. Et t'es rentré à Luxembourg, du coup? Je suis rentré à Luxembourg par hasard, dans un moment où j'avais démissionné, donc t'as plus de sous. Ouais. J'avais eu des problèmes de santé parce que j'avais fait un soleil en VTT, donc je suis resté alité pendant 1 mois. Donc t'as pas la santé, t'as plus de sous, t'es un peu tout seul. Et Pied du mur. au pied du mur, tu te retrouves par hasard à boire un verre à Luxembourg. Et puis là, tu vois... J'avais des vagues souvenirs, tu sais, quand t'es enfant, tes parents qui vont faire un plein, qui vont manger une forêt noire ici et ceci, mais tu vois... Tu te rappelles du parc de Merle et du toboggan, quoi, mais pas plus. Pas plus. Et là, t'as un choc parce que t'arrives et tu vois à la fois les remparts, tu vois un pays qui est complètement magnifique, tu vois dans la rue que la personne là, il parle quelle langue, et lui, etc. Et tu vois les banques qui poussent, tu vois... Et en fait, tu vas au centre Amidus, tu décides de prendre les pages jaunes, tu les ramènes à Paris, tu drafes 2 DCV, quoi. Et là, tu te dis, tu as fait une école d'assurance, tu as fait du marketing, de la com, mais essaye de bosser pour un poste com dans l'assurance, quoi. Sans CV, j'ai 2 entretiens, un chez Lombard, qui me reçoit mais qui me prend pas, et le deuxième chez Euresa Life, qui est une start-up. Euresa Life. Euresa Life, c'était une petite start-up qui avait été créée par 8 mutuelles, dont 2 françaises, une italienne, puis après je sais plus les autres, une belge. Et là, tu expliques ce qu'ils font, et tu rentres, tu as l'impression de rentrer dans la haute finance, tu passes de l'IRD, donc l'assurance bagnole, tout ça, à on fait des supports d'investissement, on le distribue par des conseils financiers. Donc, toi, à chaque fois, tu fais oui comme ça, mais tu comprends pas du tout ce qu'il dit. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Et tu t'entends des noms quand même. On bosse on distribue les fonds de Fidelity, de Carmignac, d'Invesco. Ouais. Donc, tu vois, et tu dis, voilà, là, c'est... et ils te prennent. Donc, tu arrives là, et puis tu découvres une boîte qui est très jeune, avec un management qui est hyper accessible, une boîte qui est très agile, des commerciaux qui sont top. Et t'apprends autre chose, quoi. Puis la boîte, elle passe de 15 à 60 personnes en 3 ans parce que t'as une équipe de dingue. Ouais. Donc tu continues dans cette assurance, dans ce milieu de l'assurance. Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu? C'était l'idée de découvrir un nouveau secteur ou l'idée d'être dans cette phase de croissance d'activité? Qu'est-ce qui t'a intéressé le plus? Salut, on vient de couper la vidéo, j'espère que tu es en train de passer un bon moment. Et en fait, on se rend compte qu'on ne s'est pas présenté, donc on va prendre 30 secondes, une minute de ton temps pour t'expliquer un peu ce qu'on fait dans la vie. Salut, donc moi je suis l'associé de Talentlers à Luxembourg et on accompagne des organisations, des RH et des leaders sur toutes leurs problématiques de talent attraction, talent retention. Et moi, c'est Clément, cofondateur de Club Trust. Club Trust, c'est un réseau de talents à Luxembourg qui fonctionne sur la confiance. Il propose 3 choses aux membres du club. La première, c'est des mises en relation dans le cadre de recrutement. La deuxième, c'est des événements. Et la troisième, c'est du coaching, notamment sur la carrière et l'employabilité. Si t'aimes ce que t'es en train de voir, partage, like ou abonne-toi. Nous, ça nous donnera du courage et de la force pour continuer. Surtout que c'est une initiative qui nous prend un petit peu de temps et qui nous coûte un peu d'argent.
Donc on sera ravis d'avoir ton soutien. On te souhaite un bon épisode et puis à la prochaine. Salut. Au départ, pour y aller, j'ai pas eu trop le choix. Il y en avait qu'un qui me prenait, donc bon voilà. Mais, moi, mon style, c'est ceux qui veulent. Donc d'abord, on commence là où ils veulent bien. On commence par là. Et après, c'est l'aspect humain. C'est l'aspect un peu bande de copains, en fait. Ouais. Mais à très haut niveau. Le fait d'avoir des dirigeants qui sont extraordinaires. Il y avait le DG, c'était Philippe Bonte. Son bureau était toujours ouvert. Il t'expliquait tout. Très formation actuaire, donc très cartésien, mais également très rompu à toutes les arcanes actionnaires, travailler au commissariat aux assurances, travailler avec le commissariat, l'association des compagnies, capable de s'adapter à tout le monde. Et Thierry Moy, qui était directeur commercial, très créatif, gros développeur, qui faisait confiance à tout le monde. Moi, j'avais été recruté par Emmanuel Roch, notamment, qui était un copain, qui m'a trouvé un appart après, qui est chez Sogelife maintenant. Quelqu'un du sud de la France, rugby, directeur commercial belge, le patron belge. Des gens qui viennent d'un peu partout et qui bossent comme des malades et qui font la fête après, quoi. Work hard, play hard. Ouais, voilà. La grande époque. Avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humour, beaucoup d'entraide, en fait. C'était la boîte idéale, en fait. Ouais, super. Et comment tu sors de cette expérience-là et à quel moment, en fait, tu vas lancer Farvest? C'est ton expérience qui est juste après. C'est juste après. On est en 2000. Fin 99, on se prépare tous au faux bug de l'an 2000. Donc là, il n'y a plus que l'IT qui prime. Ouais. Moi, l'IT, j'arrive pas à faire passer le message qu'on doit aller vers le digital. Parce que c'est du digital qui est back-office. En même temps, PEV est en train de racheter, donc un des actionnaires, une des mutuelles est en train de racheter les parts de tout le monde. On fait comprendre que c'est pas forcément là où le marketing va être le plus soutenu, alors qu'on faisait des trucs de dingue. On avait créé un studio interne pour aller plus vite. Enfin, on a fait beaucoup de choses. Et grosso modo, ce qui se dessine, c'est que le marketing, ça va être faire des brochures, quoi. Donc tu te dis, je vais pas rester longtemps. T'es chassé par des Bonon, des Rothschild, des Fidelity, parce que t'as des copains là-bas qui t'ont vu bosser et tout, qui sont des partenaires depuis 3 ans, mais qui te disent attention, là-bas, pour imprimer une carte de visite, c'est pas comme là t'as 7 niveaux de décision, tu vois. Faut demander au siège. Tu vois, c'est pas, j'exagère, mais c'est un peu, c'est plus normé. C'est un peu plus normé, alors que là, c'était, écoute, on va faire un concours sur tous les apporteurs en Europe, et on va emmener les 40 premiers suivre le Dakar pendant 4 jours. Canon. Vas-y. Tu vois, et on va faire financer ça par les asset managers en indexant la collecte, en créant des points, enfin, en gamifiant déjà un peu le truc que tu n'as plus du tout le droit de faire aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que depuis... Fin 90, quoi. Ouais, c'est ça. Le Far West. C'est le Far West. Et donc, voilà, je réfléchis et je me retrouve avec aussi, à un moment donné, en début d'année 2000, avec 2 copains qui sont Jean-Luc Desor, Philippe Dier, puis d'autres, numéro 3 de Carmignac, le directeur commercial des assurances Saint-Honoré, et on se retrouve à un lunch organisé par je sais plus quelle maison de gestion, et les gars ils me disent Fabien, on va démissionner. Toi tu te dis, ces mecs là ils ont un poste de dingue, ils ont des grosses voitures, ils ont des notes de frais de fou, ils vont à Hawaï, ils vont là, ils vont aussi, ils font des... Tu vois, c'est la grande vie, c'est des marques... et je leur dis pourquoi, tu vois. Et il me dit, écoute, c'est maintenant ou pas, le marché s'ouvre tous les 15-20 ans. Et soit on crée quelque chose maintenant, une société de gestion, une boîte de distribution pour l'autre, soit maintenant c'est dans 15 ans. Et toi, tu dis, ok. Et tu dis, bon, voilà, j'ai vécu une expérience de dingue, je pense pas que je vais avoir la même facilement. Crée ta boîte, quoi. Tu sais même pas ce que ça veut dire à l'époque, en fait. Ouais, à l'époque, en plus, il n'y a pas du tout cette... c'est pas tendance d'être entrepreneur.
Surtout comme tu dis à Luxembourg où tu as des postes incroyables. Ouais, puis même toi-même, tu dis je vais créer ma boîte, mais tu sais même pas ce que tu as dit en fait. Oui. Concrètement, Tu sais que tu vas aller au ministère des classes moyennes pour demander une autorisation de Ouais, commerce voilà, et après, c'est le vide. Et donc voilà. Ta boîte de quoi en plus? Ouais, c'est que je vais créer ma boîte, je vais faire ce que je fais, mais pour d'autres. Donc je prends rendez-vous, je demande j'invite mon directeur commercial, donc je dépends le plus directement à déjeuner. Et je lui dis, voilà, ça me fait plaisir qu'on se voit aujourd'hui. Il me fait, donc je vais lui annoncer que je pars. Et il me dit, bah, moi aussi, c'est mon anniversaire, ça me fait c'est une super attention, toi. Et là, tu dis, oups. Mauvais timing. Mauvais timing. Bon, tu lui expliques, il t'explique ce que tu veux faire, etc. Et là, il dit, bah, on va être votre premier client. Tu vois, c'est le cadeau, quoi. La boîte qui a été géniale, qui a été... T'as déjà un client. Voilà. Et tu dis, on va suivre, on va te faire un contrat pendant 1 an pour que tu aies déjà un client récurrent et tout. Enfin, t'es ému, en fait, quelque part, tu vois. Ouais, c'est génial. Et alors, c'était pour faire quel type de service? Enfin, nous, on sait, mais je pense que ce que tu peux expliquer les débuts, les premiers services de Farvest. Ouais, au départ, c'était une boîte qui faisait du marketing financier. Donc, moi, j'avais appris des choses dans les expériences précédentes et beaucoup chez Euresa. Parce que j'ai beaucoup appris. C'était une boîte qui te formait beaucoup, qui te laissait beaucoup faire des choses. Il y avait deux axes. Le premier axe, c'était d'aider des promoteurs de fonds d'investissement à se référencer au Luxembourg. Et le second, c'était aider des gérants de fortune luxembourgeois à passer d'un mode B2C à un mode B2B en créant leur réseau d'apporteurs d'affaires. Okay. Donc, tout le marketing qui va autour. Donc, c'est des brokers. Des brokers, ce qu'on appelle des CGP en France, des courtiers je sais pas trop moi, des IF, etc. Et ça marche, on commence à développer pas mal de choses. Et puis là, tu as le 11 septembre 2001. Donc, tu as quand même eu le faux bug de l'an 2000, tu as eu le passage à l'euro, tu as le 11 septembre. Bah, c'était la fameuse fenêtre tous les 15 ans. Hein, ouais, voilà. Là, en 1 an et demi, tu prends 3 chocs. et toute ta base de clientèle, qui est principalement des boîtes qui vivent sur leurs encours, en fait. Ouais. Ça chute. Ça chute. Le premier budget qui chute, c'est le marketing. Et toi, tu vois tes clients qui baissent un petit peu en intensité. Et tu réunis ton équipe. Ça va vite, on est 4. C'est déjà 4 en 1 an. Ouais, en 1 an, on est assez rapidement 4 ou 5. Et tu dis, bon, les gars, dans 3 mois, on n'a plus de cash, quoi. Tu vois, tu dis, voilà, j'ai pensé à un truc, je vais vous en parler. Parce que tu as répété à l'équipe depuis qu'ils sont rentrés en disant, si tu ne fais pas partie de la solution, c'est que tu fais partie du problème. Tu sais, pour les idées, en disant, voilà, il y a un souci, ok, viens réfléchir à une solution avant de venir. Toujours, peu importe laquelle. Et donc, tu te l'appliques à toi-même. Et donc, on s'assoit et tout, machin, on va chercher... on s'ouvre une bière, parce que c'est mon start-up, t'as une table de ping-pong déjà, tu vois, bon. Donc voilà, on s'assoit autour de ça et tu dis, on va se lancer dans une communauté, on va créer une communauté RH. Tu regardes comme ça, tu vois. Et tu dis, bah voilà, et on va créer tout le marketing à 360, c'est-à-dire le site web, les newsletters, les petits déjeuners, le grand événement annuel, le guide papier avec tous les fournisseurs des DRH, la base de données de DRH. Enfin, pourquoi les RH à ce moment-là? Parce que très rapidement, tu commences à regarder les autres secteurs qui peuvent prendre le relais. À Luxembourg, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Tu as l'industrie, mais bon, c'est un peu complexe. Ouais. Tu aurais pu aller voir les marketeurs, par exemple. Mais c'est un marché plus petit, mais c'est à moins de budget. Il y a moins de budget, et puis ils sont comme toi, tu vois. Ils sont un peu heurtés. Alors, tu dis, je vais réfléchir un peu, non pas au secteur, mais aux fonctions. Ouais. Et là, tu parles à 2-3 DRH, et tu vois que c'est marqué sur leur carte, chef du personnel, qu'il n'y a pas vraiment ils ne sont pas référencés, il n'y a pas vraiment de médias, il n'y a pas vraiment de club ou d'association à part le POG. Mais le POG est, à l'époque, donc, ce qui s'appelle HRCommunity.lu. À l'époque, c'était le POG, ça a été créé par la maman de Xavier Bettel 15 ans plus tôt, et c'est uniquement le club des DRH du secteur bancaire, en fait. Donc, c'est hyper réduit, tu vois, tu as 80 membres. Ouais. Donc, les mecs, ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas dans les comités de direction, ils
Et tu te rends compte que par contre, ils ont la main sur des enjeux qui sont complètement dingues, qui sont passionnants. C'est-à-dire qu'ils sont là pour trouver des talents, pour les recruter, pour les former, pour les écouter. Ils sont là pour la santé, la sécurité au travail. Ils sont là pour le payroll. Ils sont là pour la mobilité. Ils sont là pour tellement d'enjeux. Et ces mecs-là, tu les vois nulle part, en fait. Et d'un côté, tu te dis, voilà, il y a quand même... dans les boîtes de services, c'est quasiment le plus gros budget. C'est 10 fois le budget marketing, tu vois, c'est la masse salariale, en fait. Il représente... c'est une niche parfaite qui représente à peu près 1,5% des effectifs. Donc, tu as quand même de la masse. Les enjeux sont dingues. Les personnes que tu rencontres, elles te passionnent parce qu'elles te parlent avec une passion de ce qu'ils font, qui est assez énorme. Et toi, tu te prends au jeu. Et tu dis, bah, on va miser là-dessus et on va créer tout ça et on va le faire financer par des gens qui veulent travailler avec eux. Donc, c'est l'intérim, la chasse de tête, le recrutement, les job boards, les gens qui font du payroll, les gens qui font de la mobilité. Tu as tout un écosystème énorme. Et tu demandes à l'équipe de drafter une brochure, tu vois, et tu arrives au bout d'une semaine sur le marché et tu vas voir des représentants d'un peu tous les segments de fournisseurs possibles. Et tu leur dis, voilà, on va faire ça. L'idée, c'est un partenariat annuel où vous avez un peu tous ces avantages-là. Voilà, ça a le droit de faire. Pour les fournisseurs TH. Pour les fournisseurs, ouais. Donc les cabinets de recrutement, tout des prestages, le payroll, ça. Ok. Avocat en droit du travail, tu as le droit à des articles, tu as le droit à venir sur les événements, tu as le droit à parler sur un événement, à faire un petit déj, tu as le droit à faire un emailing. Donc tu as commencé à créer une communauté RH en rassemblant ceux qui leur vendaient quelque chose. Ouais, d'abord, en fait, il te faut des acheteurs et des vendeurs. Ouais, c'est ça. Mais tu vas pas faire payer les acheteurs, en fait. Ouais, probablement pas. C'est comme là, actuellement, on a une communauté qui est centrée sur les family office, où les gens qui sélectionnent des fonds d'investissement, tu vas pas les faire payer pour leur faire rencontrer des gens qui veulent leur vendre des choses. Ça peut pas marcher dans ce sens-là. Bien sûr, en fait. ouais. Donc, par contre, tu dois être à leur service. Les DRH, dans ce cas précis, tu dois dire, voilà, on va travailler pour votre notoriété, pour la reconnaissance du métier, pour les échanges de bonnes pratiques, pour toute une série de choses que tu leur présentes. Et les fournisseurs, tu leur dis, bah, votre cible principale, c'est les DRH. On a une base de données de 4000 DRH et assez élevée. Donc, on a des fonctions connexes. On va faire des événements qui sont pile sur cette cible, un média qui est pile sur cette cible, et on va vous permettre de présenter vos offres, quoi. Et sur 25 rendez-vous, tu en as 21 qui signent. Ils signent parce que tu leur vends de l'acquisition, en fait. En fait, au départ, tu leur vends des leads. tu leur vends une idée, en fait, parce que t'as rien. sûr. Tu vois, t'as pas le site Oui, c'est ça. T'as pas le guide, t'as rien, en fait. Tu vois. Oui, au début, tu vends sur plan. Mais tu n'as même tu pas vends la sur plan, communauté c'est plus encore fin. RH. Tu dis, je vais cibler ça, mais tu ne l'as pas encore ciblé, quoi. Non, tu as bien bossé en amont. Tu as vérifié quand même que tu avais comme des DRH qui te suivaient, que... Enfin, aujourd'hui, on penserait tout de suite réseaux sociaux, tout. À l'époque, comment tu l'as créé, la communauté? C'est vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que tu vas... Tu fais des déjeuners. Café, déjeuner. Tu vas rechercher partout où tu as de l'information, c'est de la piche presse, tu prends aussi ce que tu trouves sur Internet, tu n'as pas grand-chose à l'époque, mais tu as quand même un petit peu. Tu prends les pages jaunes et t'appelles, quoi. Et t'appelles d'abord les DRH, c'est l'œuf ou la poule, tu sais, t'appelles d'abord les DRH pour leur dire on va faire un truc et ensuite les providers, ou d'abord tu montes un truc de provider qui va amener de la valeur en workshop, en machin, en event, et après les DRH viennent, ça se passe dans quel ordre? Tu fais les deux en même temps, c'est-à-dire les que deux en parallèle. Tu prépares tu préfites ton site avec des interviews que tu as déjà faites. Tu t'annonces 3-4 événements où tu as 3-4 grands DRH qui vont parler, qui vont attirer d'autres DRH également, tu vois. Et tu fais venir également des DRH de l'international pour le contenu. Pour le contenu. Donc, le premier gala, je crois que c'était la DRH mondiale de LVMH qui était venue. Canon. Donc, tu vois, t'as quand même tu apportes des choses. Tu dois montrer patte blanche, mais très rapidement, tu dois... Ouais, t'as un mix apport de valeur, écosystème. C'est ça. Ok. Tu dois cartographier, tu dois informer, tu dois émuler, mais tu dois toujours avoir quelque chose qui se renouvelle et où chaque personne dans l'écosystème trouve quelque chose. Super. Voilà. Farley, ça a duré presque 18 ans, je crois, c'est ça, Est-ce que tu peux donner un petit peu les chiffres
pour donner les ordres de grandeur. C'est combien de la communauté, enfin combien de personnes, c'est quoi les gros événements, juste pour qu'on ait un petit peu en tête comme ça. Ce que vous avez construit, ouais. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus énorme que ce qu'on est en train de se dire là, en fait. Là, on a l'impression que c'était un peu du bricolage, alors qu'en fait... Ouais, on a dû s'inventer en même temps, mais après, derrière, on a créé une deuxième communauté qui s'appelait Marketers sur le marketing, une troisième qui s'appelait CFO World, je crois, sur les CFO, les trésoriers. L'IT aussi L'IT, IT One, sur la mobilité, le healthcare, le spatial. Enfin, on a fait plein de choses. Toujours avec le même modèle. Toujours plus ou moins le même modèle, des fois avec un peu plus d'événements que de médias, etc. Mais tu avais toujours un mix Event Media. qui était très niche, en fait. C'était à chaque fois des niches où c'était un événement comme un sommet sur la banque privée. T'es chasseur de tête, tu rentres pas, en fait. Tu rentres sur HR1 si tu veux. Ouais. Donc Mais on tu vas essaie pas à chaque de l'autre fois côté. d'avoir des gens qui étaient très pertinents. En fait, dans une niche, tu dois être hyper pertinent. Ouais. Et on l'a multiplié, puis après on a greffé des événements dessus. On a greffé des événements comme Ice Spring, comme la Morpheus Cup, où c'était un tournoi international des campus et grandes écoles. Tu as eu une centaine de campus qui a participé la première année de 16 pays européens qui sont venus au Luxembourg. Pour faire des épreuves, pour qu'on ait des talents aussi, parce qu'on avait déjà besoin de talents à l'époque. Donc tu fais plein de choses. Ça représentait, je sais pas moi, mis bout à bout, peut-être 40 000 abonnés aux différentes newsletters. Et combien d'employés Farvest au pic? Au pic, on est monté à 36 ou 39. Au moment de la vente, on était à 23. Et on faisait, je crois, 3,2 millions. En 2017-2018, fin 2017, on faisait, je crois, 3,2 millions de chiffre d'affaires. Pour un EBIT de 600 000, qu'on faisait à 20 personnes à peu près. Ouais. Qu'est-ce qui, pour toi, lie une communauté, tu vois? Qu'est-ce qui fait que la communauté, elle marche? Comment tu la monétises C'est quoi les secrets? Tu dois être utile pour les gens qui sont les plus déterminants, en fait. Et c'est toujours les acheteurs. C'est l'aspect customer-centric, il doit être buyer-centric. Ça peut être les DRH pour une communauté RH, ça peut être les CIO, donc Chief Information Officer, IT Manager pour une communauté IT. Ça peut être les Chief Investment Officer et les Family Office pour une communauté Wealth. Mais tu dois être très très proche de ces gens-là, tu dois les écouter, tu dois les respecter, tu dois les servir, tu dois être en permanence utile à ton cœur ton cœur d'écosystème. Même s'ils t'achètent pas à toi. Même si tu n'achètes pas à toi. C'est ça le secret, en fait. Voilà, En fait, je me rends utile pour des acheteurs qui m'achètent rien à moi. Le calcul, c'est que tu dois connaître les clients de tes clients. Ouais. Le calcul, il se situe là. Et donc là, tu as des influenceurs, tu as des gens qui sont dans le top 10 des plus gros, ou des plus respectés, ou des plus innovants. Après, tu as des gens que tu n'auras jamais, qui t'aimeront pas, parce que peu importe, tu vois. Tu as des gens que tu es obligé d'avoir dans l'écosystème, même s'ils vont jamais t'aider, mais pour pas qu'ils soient contre toi. Tu as des gens qui sont des multiplicateurs, qui vont coopter, qui vont parrainer. Tu dois vraiment comprendre un petit peu les règles du jeu humaines, donc c'est des soft skills un petit peu, pour savoir t'adapter à plein de personnes différentes et servir un maximum de gens. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté, elle prend fin? C'est quoi les signes de la fin d'une communauté? La fin d'une communauté, c'est le désengagement de ton cœur de cible. C'est le plus compliqué, en fait, parce que Et comment ça arrive, selon toi? Ça arrive parce que tu as des phénomènes de contexte, par exemple, où les gens sortent moins, où tu peux aussi t'être trompé toi. Tu vois, tu as un phénomène d'early adopters qui étaient des curieux, puis finalement ils disent bon, bah, bof. Voilà. Tu as des phénomènes de compétition où, à un moment donné, tu as une communauté IT, puis tu en as 2, 3, 4. Tu as, mais logiquement, une niche, si elle est bien pensée, elle est quasiment inattaquable et quasiment immortelle, en fait. Si tu tiens bien. Par contre,
si tu fais des erreurs qui sont des erreurs absolument impensables à faire, c'est-à-dire que tu fais rentrer trop de fournisseurs, par exemple. Ouais, ça devient Et là, le fishbowl. voilà, ça devient une foire et tu as un client pour 9 fournisseurs, c'est fini. Donc en fait, il y a quelque chose qui est intéressant dans le maintien, en fait, d'être attentif au maintien des grands équilibres de ce truc-là. C'est ça, hein, un peu comme en cuisine, qui n'est pas un ingrédient qui prenne le dessus, parce que sinon tu foires le reste. C'est comme en cuisine ou dans la nature, en fait. À partir du moment où tu as Ouais, dès que tu as un déséquilibre. un déséquilibre, ça tient plus. Ouais. Ok. Dans cette expérience-là, aujourd'hui, tu fais quelque chose qui est un petit peu différent, mais corrélé, enfin sur une autre communauté, tout ça. C'est quoi, finalement, ce qu'il y a de transposable entre cette vie que tu as eue au niveau de cette communauté Farvest et ce que tu fais aujourd'hui? Enfin, ça peut être intéressant de regarder le parallèle, ce que tu as gardé de ce moment-là et qui t'a servi dans ton expérience actuelle. Peut-être tu peux nous l'expliquer en quelques mots pour les gens qui connaissent pas. Ouais, aujourd'hui, Finance, c'est une communauté qui est exclusivement centrée sur tout ce qui est wealth management. Donc, ça va inclure chez les institutionnels, les banques privées, les sociétés de gestion, les assureurs vie, les promoteurs immobiliers. Après, tu as des étages de distribution, les experts du patrimoine, où tu as principalement les singles, les multifamily office, les grands cabinets de conseil, qui sont des distributeurs quelque part. Et puis après, tu as des prescripteurs, donc les notaires, les experts comptables, avocats, qui eux savent quand il y a un lead qui approche parce que tu as un exit, tu as un héritage, peu importe. Puis après, tu as tout un ensemble de partenaires qui sont très ciblés, comme les asset serviceurs, les agences de notation, tout cela. Et l'idée pour nous, c'est d'avoir une double activité, donc d'une part une plateforme où tu retrouves les personnes de contact, tu as un module de matching qui est une espèce de Tinder en fait, où tu dis, je suis intéressé par rencontrer un notaire à Bruxelles qui travaille sur ces enjeux-là, moi qui suis CGP ou Family Office à Lyon, ou une famille qui doit s'implanter là-bas, par exemple, ce genre de choses. Tu as des systèmes de notation où tous les distributeurs notent sur 16 critères les banques privées, les assureurs vie. Et puis plein de sets de KPI, de benchmark. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui répond à tous les besoins en fait de l'écosystème, commerciaux, marketing, mail, etc. Et d'avoir un portefeuille événementiel qui te permet de t'assurer du contenu, de la visibilité, et ton propre marketing quelque part en fait dedans. Donc d'avoir un écosystème qui est à la fois live et parce que beaucoup de choses dans ce système-là se font intuitu personnel en fait, par confiance, par cooptation, et entre ce qu'on faisait avant, c'est justement la différence de faire qu'une seule chose, donc un seul écosystème, pas 10. C'est mon épouse qui m'a dit ça. Au bout de 6 mois, elle m'a vu comme ça après la session quand j'étais parti, et elle m'a dit bon, il faut que tu refais un truc, mais tu en refais un seul. Tu commences pas à mettre des produits partout, des qualités partout et du spatial parce que j'ai envie et tout ça. Tu fais une seule chose. Donc je l'ai écouté. Il faut toujours écouter sa femme. Et par contre, tu sais que tu dois également être digital parce que Covid, parce que data, parce que sinon tu es trop... Puis tout va tourner autour de la data et que c'est la demande principale du secteur en fait, de savoir qui fait quoi, comment se connecter à qui, pourquoi, voilà. Justement, qu'est-ce qui a changé entre créer une communauté en 2000 et en 2024 ? Ce qui n'a pas changé, c'est les fondamentaux en fait d'être très customer-centrique et très en fait user-centrique au niveau de l'écosystème. Tout ce qui a changé, c'est tout le côté digital. C'est la possibilité d'être connecté tout le temps, quoi. Pas uniquement parce que tu envoies une newsletter, parce que tu as quelqu'un au bout du fil ou que tu es sur un événement. Donc, la possibilité de collecter du feedback et d'aller dans une granularité extrêmement fine sur la génération de leads. Tu vois, il y a 20 ans, c'était quasiment impossible de dire, voilà, il y a, je sais pas, 8000 conseillers financiers en France, de savoir qui
qui est intéressé par quoi. Donc aujourd'hui, tu as 700 sociétés de gestion en France, par exemple, qui appellent les 8000 conseillers pour leur présenter leurs fonds, mais qui ne savent même pas si en fait... Ce qu'ils cherchent. S'ils cherchent. Ou des acteurs qui proposent du crédit ou de l'immobilier. Et tu as des mecs qui disent « Ouais, mais nous, on ne fait pas d'immobilier, en fait. » Et donc, les deux côtés sont demandeurs de ça parce qu'ils perdent du temps. Donc, le fait de commencer par cartographier qui t'est intéressé par quoi, tu gagnes du temps. Et après, de développer des signaux d'affaires, tu gagnes énormément de temps, en fait. Ouais. Au niveau, justement, parce que là, en fait, dans l'exemple que tu prends, il y a l'idée d'on va faire gagner du temps à quelqu'un qui approche 8000 apporteurs d'affaires avec une offre en lui mappant. Mais du coup, comment vous les approchez? Vous, les 8000, vous les approchez en digital ou au contraire, il y a quelque chose qui se noue en travail de terrain, etc. Comment toi, tu collectes la data à leur place en centralisé? Tu les approches parce que tu les appelles par téléphone, tu les invites sur des événements, tu fais pas mal d'outbound. Donc, si tu veux accéder à des scores, il faut que tu aies au moins scoré des sociétés. Parce que c'est dans l'intérêt également, par exemple, des conseillers financiers, des family office, de savoir, OK, si je veux sélectionner une compagnie d'assurance vie ou une banque privée à Luxembourg, quelles sont celles qui sont les mieux notées sur tel critère qui, moi, m'intéresse. Donc, ton lead magnet, en fait, c'est de scorer... C'est la même logique de connaître le client de ton client. Ouais. Tu scores les assureurs qui sont moins nombreux, ça fait une data précieuse que tu peux ensuite proposer à des apporteurs qui sont curieux de savoir comment les gens sont ratés. C'est ça, c'est-à-dire et qui en échange te confirment leurs besoins, que tu consolides. Et tu permets d'avoir un consensus très détaillé. Ouais. Et tu as des conseillers qui sont très intéressés par le parcours digital, principalement. D'autres par le SG, d'autres par le poids des frais pour les clients qui veulent plus bas, d'autres par leur taux de commissionnement propre, combien ils touchent. Et donc, en fonction de ce qui, toi, t'intéresse, on va te retourner à une hiérarchie ou un annuaire ou des possibilités de contact qui sont très différentes, en fait. C'est toujours cette quête de pertinence qui fait que tu es utile. Sinon, tu es juste un annuaire ou un oui, ça n'a pas d'intérêt d'être un intermédiaire de plus dans un monde où il y a déjà des intermédiaires partout. Non. Et pour les DRH, c'est pareil. Pour les CIO, c'est pareil. Tu en as qui vont être intéressés par du cloud, d'autres qui ne vont pas du tout être intéressés par du cloud. Enfin, tu as des gens qui sont dans des contextes très différents. OK. Vous faites aussi de l'acquisition via les réseaux sociaux, tout simplement. Qu'est-ce que t'en... En fait, la deuxième question, c'est une grosse question pour toi parce que tu as créé pas mal de communautés qui sont des communautés réelles, donc dans le monde physique avec des événements. Ensuite, tu as apporté du digital. Et ma question, c'est, tu vois, typiquement, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Et est-ce que tu penses que pour créer une communauté, c'est obligatoire ou pas? Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas complètement obligatoire, mais c'est un accélérateur énorme. Mais tous les réseaux sociaux ne sont pas leverageables pour la même raison, en fait. Tu peux, par exemple, sur LinkedIn, trouver beaucoup de leads potentiels, mais tu n'en as pratiquement aucun qui est vérifié. Si tu tapes, par exemple, Family Office sur LinkedIn, tu vas avoir de tout et de rien. Si tu tapes conseiller en gestion de patrimoine, il va t'en sortir plein, mais qui sont des conseillers en gestion de patrimoine au sein d'une banque régionale, c'est pas vraiment un conseiller financier. Donc, Club Trust connaît ça par cœur pour les candidats. Ouais. Voilà, il y a des limites. Tu peux faire des choses qui sont énormes. LinkedIn, c'est un truc qui est magnifique. Maintenant, moi, sur LinkedIn, je peux m'appeler Chantal et être la directrice marketing d'Euro Disney. Ça va choquer personne, en fait. Pendant un moment, en tout cas. Jusqu'au premier événement. Voilà, c'est jusqu'au... Mais chez nous, on va valider chaque personne, en fait, individuellement, parce que, justement, la confiance, elle doit être au cœur du truc. Donc ça, c'est important. Par contre, en termes de déploiement de contenu et la manière dont tu peux leverager le contenu des gens qui composent... le réseau des gens qui composent ton écosystème, c'est extrêmement intéressant. C'est un démultiplicateur incroyable. Justement, toi, et là, j'ai peut-être une question sur le personal branding. Tu vois, on voit beaucoup de créateurs de communautés, des influenceurs. Est-ce que toi, tu as un avis sur ça, justement? C'est assez éloigné de ce que tu fais. Et en même temps, c'est assez proche dans la création de communautés. Qu'est-ce que tu en penses de cette tendance? Qui n'est plus une tendance, mais... c'est un peu chuté, ouais. Hein?
c'est un peu chuté. Ouais. Enfin, il y a des abus qui ont été un peu. Là, quand le reach, quand il y a eu les abus, le reach a baissé. Et du coup, qu'est-ce que je pense des influenceurs? Pour le résumer comme ça, ouais. Je pense que c'est comme tout, t'en as qui sont extraordinairement intéressants, pertinents, doués. En tout cas, qui ont un très gros pouvoir d'influence. Et puis, il y a aussi le fond du panier qui va te proposer des produits qui ne sont pas contrôlés, que ce soit des produits financiers ou des produits de beauté ou peu importe. Donc, oui, c'est un monde un petit peu dangereux où tu peux trouver des belles choses, mais il faut des influenciers pour qu'il y ait des influenceurs. Et la notion de libre arbitre, elle n'est pas présente partout. Donc, pour les adultes, je m'en fais pas. Si tu tombes dans un traquenard, c'est que tu n'as pas fait assez attention. Pour les enfants, ça me fait un peu plus peur. Ouais, faut mettre des jalons là-dessus. On fait la différence pas mal en ce moment entre l'audience et la communauté, avec l'audience qui est finalement beaucoup de monde qui sont connectés, qui suivent un média, etc. Et une communauté qui est l'étape d'après où finalement le tiers de confiance au départ se met en retrait pour laisser les gens interagir entre eux. Mmh. Est-ce que c'est des mécaniques qui s'appliquent aussi à ton business ou est-ce que dans ton business, l'intérêt c'est d'avoir ce point de convergence à votre niveau? Nous, on veut être utile, en fait. Donc, ouais. on veut que les gens restent avec nous et perpétuent la relation. Donc, on n'a pas vocation à les verrouiller dans un écosystème ou dans un canal de conversation. Une fois que la mise en relation, elle est faite... Ouais. Vous l'encouragez, ça, presque. Voilà, faites ce que vous voulez. En fait, on a beaucoup de gens qui nous demandent, OK, est-ce qu'on doit continuer à parler via la plateforme? Bah non. Est-ce que on peut passer par vous et on vous commissionne pour des deals? Bah non, nous, on veut pas rentrer là-dedans. Déjà, on veut pas être régulé. De deux, c'est pas ce qu'on vend, donc on veut rester neutre. À partir du moment où tu commences à prendre des coms, tu l'es plus. Donc non, nous, on va être utile jusqu'au moment où les gens estiment qu'on est utile. Et après, on n'a pas vocation à rester... Justement, c'est quoi votre modèle de rémunération sur... je ne sais pas si tu peux en parler. C'est du freemium, hein, si je... Ouais. Je crois qu'on ne devait pas parler de ma boîte. ouais, donc c'est juste pour bien comprendre. Non. Oui, c'est un modèle qui est freemium. Donc, on a petite page de publicité. On a un modèle qui permet en fait à tout le monde de demander à rentrer, à s'inscrire. Nous, on vérifie de la pertinence de l'inscrit. Si c'est un architecte, par exemple, c'est pas sa cible. On valide l'inscription si on voit que l'identité est bonne, soit parce qu'il y a un email qui est adossé à une société existante, soit parce qu'on l'a vérifié par rapport à d'autres choses. Et après, il a accès à un certain niveau de data. S'il en veut plus, il y a des licences qui sont là pour ça. Okay. Par exemple, la marque employeur, on a 30 KPI qui comparent, rien qu'à Luxembourg, il y a 1000 boîtes qui sont comparées sur la marque employeur, sur une trentaine de KPI, par différents sets de données qui sont la next-gen, donc les jeunes actifs ou les alumni, l'expérience candidat, tout ça. Si tu veux avoir accès à toute la granularité, mais également te comparer à des boîtes en direct, il faut que tu aies une licence. Ok. Très clair. Et dans un business comme celui qui est le tien, c'est quoi le boss de fin? C'est-à-dire, en fait, dans l'absolu, vous serez super content quand vous aurez une communauté d'une certaine taille, ou en fait, c'est quoi, même toi en tant qu'entrepreneur, c'est plutôt ma question te concernant, c'est quoi le truc que tu essayes de faire au niveau macro? Est-ce que tu en as une idée aujourd'hui? Non, en fait, en lançant ce truc-là, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose qui fonctionnait bien. Donc aujourd'hui, on est plutôt en train d'essayer de suivre le développement, de recruter, on est en train de passer sur HubSpot, on fait plein de choses pour Bibliotech également, pour structurer. On est en train de préparer la phase de scaling, en fait, qui a déjà commencé. Mais c'est un projet, c'est la première fois où on est sur un projet qui n'a pas de fin possible, en fait. C'est pour ça que je pose la question. J'ai l'impression que ton truc, il est infini, là. Voilà, c'est un peu ça, et donc tu dois faire des choix, en fait. Ok. Tu dois faire des choix, est-ce que je fais
quand tu es une communauté de DRH à Luxembourg, bon, ça, tu vois tout de suite. C'est écrit dessus. Voilà, mais après, quand tu es sur quelque chose qui est complètement international, où tu as en plus différentes fonctions et tu as des gens qui viennent te voir en disant voilà, nous, on aimerait prendre ce que vous faites en produit blanc pour tel pays, dans tel secteur, tu commences à réfléchir et tu te dis en fait, tu peux faire plein de choses. Et très rapidement, tu dois dire voilà, on doit se concentrer sur ce qu'on doit faire là maintenant et pas commencer à se disperser. C'est quoi d'ailleurs, toi, tes rêves un peu d'entrepreneur? Ta vision Est-ce que c'est difficile à répondre comme question, mais est-ce que tu as déjà réfléchi? Enfin, pourquoi tu fais ça? Et c'est quoi ton rêve ultime, quoi? Non, mais déjà, si tu es entrepreneur, tu as déjà atteint un certain niveau de liberté, Ouais. qui est déjà presque une fin en soi. Après, oui, j'ai des business angels qui ont poussé, donc je leur dois une certaine reconnaissance, certaines performances. J'ai des personnes dans l'équipe qui m'ont fait confiance et qui ont envie d'évoluer avec ce produit-là et donc je suis redevable également de ça. Donc, mais après, à terme, je ne me vois pas dans 20 ans. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire ce que je faisais avant, c'est que je ne me voyais pas à 70 ans remettre le prix du DRH de l'année, quoi. Ouais. Tu vois, donc, il y a un moment donné où le truc tourne un peu tout seul, où tu as des gens qui prennent ta place et où toi, tu dois aller faire autre chose, quoi. Ok, donc toi, t'aimes bien cette idée d'arracher un truc de 0 à X% et puis après de passer la main quand ça tourne, c'est Ouais, ça c'est le ça. truc. Moi, je suis plutôt créatif et j'aime bien aller au contact du terrain et puis après d'amorcer. Je suis pas forcément un très bon exécutant parce que j'ai cet autre côté-là qui m'empêche d'avoir du focus, en fait. Donc, par contre, c'est plutôt les premières phases qui me mobilisent le plus. Du coup, t'es pas très vieux, donc tu vas avoir le temps encore d'amorcer des trucs ou a priori, là, t'es sur la dernière amorce? Non, là, logiquement, c'est la dernière. J'ai promis à ma femme que la prochaine boîte, c'était la... C'est la bonne. Ouais, que la prochaine aventure, c'était pour l'appuyer sur son rêve à elle. Ok. Donc logiquement, c'est la dernière. Ouais. Ok. Logiquement, c'est la dernière. Et tu penses, tu sais, les sociétés, souvent on dit, et maintenant on le voit beaucoup, tu as des sociétés en fait qui sont portées par le CEO. Toi, tu es un peu à l'inverse. C'est-à-dire que très souvent, tu vas mettre en avant d'abord ton équipe plutôt que toi. Pareil, c'est une stratégie ou pas? À la base, c'est dès que je peux le faire, je le fais. Parce que je suis pas très à l'aise dans le fait le fait, t'es obligé au départ, hein, parce tous les gens veulent interviewer le CEO, et puis c'est toi qui portes un peu la confiance, et puis voilà, mais très rapidement, en fait, tu as des gens qui méritent plus que toi en interne, parce qu'ils sont plus au contact de la thématique, de l'écosystème, et puis parce que le but, c'est aussi de transmettre, tu vois. Donc, dès que c'est possible, moi, en général, j'ai tendance à... Si, vas-y, c'est à toi, vas-y. Oui. J'ai oublié le reste de la question, c'était quoi? Tu n'es pas... Peut-être que tu ne peux pas y répondre, il y a peut-être un buzzer. Non, tu mets plutôt l'équipe et toi, dans ce genre de business qui est souvent porté par les fondateurs / CEO, toi, tu as une stratégie inverse. La question, c'est... Voilà, est-ce qu'il y a une forme de stratégie de com qui fait que tu fais ça particulièrement? Non, à la limite, ça peut être une stratégie tout court, parce que si tu mises tout sur toi, qu'est-ce qui se passe quand tu disparais, quoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe quand, peu importe la façon, si c'est une disparition... si tu te casses une jambe pendant 6 mois... ou grosso modo, tu deviens maboule, ou tu décèdes, t'as vendu, peu importe, tu vois, il faut que, grosso modo, ça soit un peu autonome. C'est pas uniquement, ça peut être aussi si c'est pas parce que tu es introverti ou parce que tu reconnais ce que ton équipe a fait, ça peut être aussi par calcul de dire le jour où t'es parti ou tu veux partir, que ça tienne la route, quoi. Voilà. Super. Au niveau du Luxembourg, parce que maintenant ça fait longtemps que tu es là, moi ça m'intéresserait d'avoir peut-être, avant qu'on converge, ton avis sur le Luxembourg par rapport à ce que tu vois en dehors du luxe, sur ces sujets de communauté, sur le dynamisme de tout ça. Est-ce que toi, quand tu vas justement à l'étranger, en France, etc., tu trouves que Luxembourg, alors évidemment on a des choses à faire valoir, mais quelle grande différence tu vois, ou quelle grande force tu vois, ou peut-être faiblesse que tu vois au niveau du luxe, qu'il faudrait qu'on surveille ou qu'on capitalise plus par rapport à aujourd'hui?
Je pense surtout qu'on devrait être un peu plus fier et conscient de la chance qu'on a et de la beauté de ce pays. D'à quel point il est agile, il est en avance, il est accueillant, il permet de faire tellement de choses, il protège la famille. Enfin, je vois beaucoup de gens effectivement qui sur les réseaux sociaux ou de temps en temps disent oui, le Luxembourg, ça c'est quelque chose que je trouve tellement décalé et tellement un peu des fois irrespectueux. Surtout que c'est un pays qui à la base est hyper accueillant et n'a aucun problème à se benchmarker avec d'autres pays pour trouver ce qu'il peut faire de mieux en fait. Okay. Et pour moi, Luxembourg m'a tout donné en fait, tout simplement. Il n'y a pas une chose qui manque. C'est ma famille, c'est tout l'écosystème de gens que je connais, c'est 90% de mes copains, pour moi c'est un vrai rêve, Luxembourg. Donc je pense que déjà il faudrait beaucoup plus communiquer positivement là-dessus. On a besoin d'attirer des talents, des investisseurs. Tu as des générations de gars qui sont battus pour construire un écosystème qui permet de faire tout ça. Dans des moments où Luxembourg était paradis fiscal ou ceci ou cela. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à envier ailleurs, en fait. Que ce soit au niveau oui, bon, il n'y a pas la mer, ok, d'accord, on ne peut pas faire du ski, très bien. Mais après, les paysages sont magnifiques, la ville est magnifique, les gens sont hyper accueillants. Tout ce qui est entrepris pour que ta famille se sente bien, que tes enfants soient en sécurité, que l'école soit gratuite, le foyer gratuit, la cantine gratuite, les cours gratuits pour apprendre le luxembourgeois, maintenant pour faire du théâtre ou du sport et tout. Tu veux faire du business, très bien, tu peux créer une boîte très facilement, tu peux souvent avoir des aides facilement, tu veux rencontrer un ministre ou son équipe, tu peux le faire. T'as quand même un truc qui est complètement dingue ici, très agile, très rapide, très bienveillant, que t'as nulle part ailleurs en fait. Et tu vois une menace, un truc qui pourrait faire que ce truc se grippe ou devienne plus compliqué par rapport à ce qui se passe au niveau global, ou toi tu dis non, il suffit juste d'appuyer sur l'accélérateur et de faire savoir ça pour que ça marche? Ouais, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui sont en train de réfléchir là-dessus, qui ont des idées sur l'immobilier, sur ce genre de choses. Ouais. Ok. Toi, dans ton business, t'en perçois pas? Si, je perçois des choses, mais moi, mon rôle, c'est pas de faire de la politique, c'est de rester à ma place. Il y a des gens qui réfléchissent depuis des années là-dessus. Il y a des ministères, il y a des fondations qui comme IDEA ou d'autres. Il y a plein de gens qui réfléchissent, qui sont beaucoup plus doués que moi. Moi, mon rôle, à moi, c'est pas d'être la énième voix qui dit... c'est comme quand tu as une idée sur une brochure ou tu changes de parquet, tu demandes 10 avis, tu vas en avoir 10. Ça veut pas dire que ton avis est plus intéressant que les autres. Je suis pas un économiste. Ouais. Et c'est pas mon rôle, en fait. Mais je pense que le Luxembourg mérite vraiment qu'on protège et qu'on fasse la promotion de tout ce que le Luxembourg est, en fait, et tout ce que les Luxembourgeois sont. Parce que c'est top. Très clair. On passe au jeu à gros budget. Ouais, on espère que tu le buzzer, là. Alors attention, non, il peut y avoir des questions perso. Là, on n'y est pas trop allé, mais il peut y avoir quelques questions un peu plus perso. En fait, on a une petite roue de la fortune qui tourne avec des citations, tout ça. Et là, le premier, c'est un proverbe africain donc, qui dit « L'eau chaude, n'oublie pas qu'elle a été froide ». Et donc l'idée, c'est qu'on demande une réaction sur justement ces citations, ces choses-là. Est-ce que toi, qu'est-ce que ça te dit, ce truc-là? Ou peut-être rien? Je sais pas, ça dit pas non plus qui a inventé l'eau tiède, mais je sais pas quoi dire. Ok. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Antoine de Saint-Exupéry. Alors, on n'a pas parlé de sujets financiers ou d'argent, mais peut-être intéressant de savoir, toi, dans ta vie à toi, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te fait vivre. T'as parlé de ta vie à luxe.
Moi, c'est quand je rentre le soir, que je vois ma femme et mes enfants, que je peux jouer, que je peux faire la bagarre, que je peux, avec mon fils, que je peux rigoler, que je peux partager des choses. Enfin, c'est des choses très, très simples, en fait. Je pense qu'il faut pas avoir des attentes qui sont trop compliquées. Il y a tellement de raisons d'être heureux naturellement. Après, ça se construit. Ouais. Mais je suis plutôt partisan des choses simples. Super. Et la dernière, l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. John Fitzgerald Kennedy, au niveau de toi, de ta stratégie pour t'entourer des meilleurs, tout ça. Alors, on a compris que c'était un truc que tu avais avec tes équipes, justement. Tu dis, il y a des gens qui sont plus méritants et tout ça. Comment tu fais pour t'entourer des meilleurs? Comment tu les trouves? Tu les sens? Comment tu construis ça avec eux? Je fais comme tout le monde, je galère. C'est pas facile, mais une fois que tu as quelqu'un qui accepte de venir chez toi, qui a du talent, qui a une attitude, etc., et il faut tout faire pour le garder ou la garder, parce que tout repose sur l'humain, en fait, absolument tout. Même la tech, tout repose sur l'humain, et le fait d'être entouré de gens qui te font confiance et qui sont moteurs et qui te permettent aussi d'avoir des défauts, tu vois, parce que tu peux être lunatique par moment, tu peux dire des conneries, tu peux dire les gars, on va tous voir là, en fait, non, c'est nul. Et d'avoir des gens qui te disent non, on va pas là-bas, c'est nul. Non, je te confirme, c'est nul. En fait, voilà, c'est pas facile de trouver. Par contre, il faut bien faire attention pour garder les bons. Hein. Très important. Super. T'as des gens qui t'ont suivi comme ça tout au long de ta carrière dans tes équipes? C'est vrai que je t'avais pas posé la question quand on s'était rencontrés. Mais... Entre les deux boîtes? Ouais. Non. Non, je crois pas. Ok. Non, mon épouse. Mon épouse, parce que déjà, elle s'occupait de toute la production événementielle, donc tous les grands galas, les grands salons, etc. Et elle le fait encore lorsqu'on fait des événements ici. Puis parce que on se rend pas compte du rôle du conjoint ou homme ou femme. Parce que tu as aussi des entrepreneuses femmes qui s'appuient sur le conjoint, parce qu'il faut des fois avoir un retour vrai, quelqu'un qui dise vraiment les choses en face. Et puis il faut encaisser un petit peu peut-être plus du côté famille ou enfin c'est vraiment un rôle de binôme, en fait. Donc moi j'ai la chance d'avoir un binôme dans la vie qui est aussi un binôme professionnel. Et c'est le fil conducteur peut-être entre les deux. Mais j'ai pas super. Ça m'a pas suivi entre les deux. Écoute, je sais pas si en une heure t'as trouvé ça trop désagréable. T'as commencé en disant que t'étais pas toujours hyper à l'aise. Moi j'ai trouvé que c'était un super échange. Enfin, c'était... Non, enfin, je score quand même. Mais non, voilà. Je sais. Merci en tout cas à tous les deux. Ouais, merci surtout à toi. Franchement, c'était hyper agréable. Et on aurait pu t'écouter là comme ça pendant encore longtemps. On avait encore pas mal de choses à creuser, mais écoute, on est arrivé à la fin. Timing parfait. Il a même mis le buzzer. Merci Fabien. Merci à tous les deux. Et puis aussi à ceux qui sont derrière là. Ouais, on a du public. Merci à tous. On espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à soutenir. Et à très vite pour le prochain. Salut, ciao. Bye bye.